Je me suis assise à la mauvaise table. 10 minutes plus tard, un milliardaire tombait amoureux et changeait tout un quartier pour moi. Abonne-toi à Sous le masque de la pauvreté pour découvrir des histoires vraies où une simple erreur peut tout changer. Je m'appelle Marianne Torres, j'ai 27 ans et je suis institutrice dans une école publique d'Iztapalapa, un quartier populaire de Mexico. Je vis seule dans un petit appartement au 4e étage sans ascenseur et je passe mes journées à m'occuper d'une trentaine d'enfants qui n'ont parfois que l'école pour sourire. Ma vie est simple, parfois difficile, mais je l'aime. Enfin, je croyais l'aimer, jusqu'à ce soir-là. Tout a commencé avec une erreur, une simple erreur. Mais qui a tout changé? Mon amie Sarah m'avait arrangé un rendez-vous à l'aveugle. Elle m'avait promis que ce serait un homme gentil, pas prétentieux, parfait pour toi. Je n'étais pas convaincu, mais j'ai fini par accepter. Ce soir-là, après une journée épuisante, je me suis changé rapidement, j'ai mis une robe à fleurs un peu délavée et mes sandales usées, et j'ai couru à travers la ville, en retard, comme toujours. Quand je suis arrivé devant le restaurant, la Rose Dorée, j'ai presque fait demi-tour. C'était beaucoup trop élégant. Des nappes blanches, un piano discret, des gens bien habillés, et moi avec ma robe froissée. Mais j'ai pris une grande inspiration et je suis entré. J'ai balayé la salle du regard, un peu paniqué. Et là, je l'ai vu. Un homme, seul, concentré sur son téléphone. Je n'ai pas réfléchi. J'ai traversé la salle et je me suis assise face à lui. Désolé pour le retard. Le trafic était affreux, ai-je dit, le souffle court. Il a levé les yeux, surpris. Je m'attendais à ce qu'il me dise que je faisais erreur. Mais non. Il a simplement souri. Aucun souci. Je viens tout juste d'arriver. Je ne le savais pas encore, mais je venais de m'asseoir à la mauvaise table. Et lui non plus n'était pas là pour un rendez-vous. Il attendait un partenaire pour une réunion professionnelle, mais il ne m'a rien dit, et moi, je n'ai rien remarqué. On a commencé à parler. D'abord timidement, puis de plus en plus naturellement. Je lui ai parlé de ma classe, de mes élèves, de mes journées interminables, de mes petits bonheurs aussi. Il écoutait attentivement, sincèrement. Il posait des questions, hochait la tête, souriait. Et lui, il m'a dit qu'il travaillait dans la tech. C'est tout. Il n'est pas entré dans les détails. Et je n'ai pas insisté. Quand le serveur est venu avec la carte des vins, j'ai failli m'évanouir en voyant les prix. Je me suis contenté de commander de l'eau. Il a proposé de partager une bouteille. Le vin est meilleur à deux, a-t-il dit, et j'ai accepté. On a parlé pendant des heures, comme si on se connaissait depuis toujours. Et puis, son téléphone a vibré. Il s'est excusé et s'est éloigné pour répondre. C'est à ce moment-là que j'ai regardé mon propre téléphone. Des dizaines de messages de Sarah. Où es-tu? Ta vraie rencontre est partie depuis longtemps. Tu t'es trompé de table ou quoi? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quand il est revenu, j'étais livide. Je crois que je me suis trompé. Je ne devais pas dîner avec vous. Il m'a regardé et il a souri. Pas un sourire moqueur, un sourire doux. C'est drôle, parce que moi aussi, je n'étais pas censé dîner avec toi. Mais je suis content que ce soit arrivé. J'ai cligné des yeux. Attendez, vous êtes bon de qui, exactement? Il a hésité un instant, puis a dit « Je m'appelle Alexandre Vega. Je suis PDG de Novatech. J'ai blémi. J'avais entendu parler de lui aux infos. Un des hommes les plus puissants du pays. Je ne savais plus où me mettre. J'étais terrifié. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce que c'était agréable de parler avec quelqu'un sans que mon nom ait de l'importance. J'ai eu envie de fuir. Mais il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Ce soir, j'ai passé un moment vrai et j'aimerais te revoir si tu veux bien. » Je n'ai pas su quoi répondre. Il lui avait demandé ce qu'elle avait ressenti, et elle, pourtant si bavarde d'habitude, ne trouva rien à dire. Pas parce qu'elle n'avait rien ressenti, mais parce qu'elle avait ressenti trop. Depuis ce soir-là, elle ne cessa d'y penser. À lui, à ses yeux doux, à la manière dont il l'avait écouté, vraiment écouté. Et quand il lui envoya un message 2 jours plus tard, elle sursauta. Il voulait la revoir. Il voulait lui montrer quelque chose. Elle passa la nuit à réfléchir. Était-ce une bonne idée? Était-ce un piège, une illusion, un caprice de riche? Ou était-ce simplement sincère? Elle accepta. Le samedi suivant, une voiture noire se gara devant chez elle. Pas une limousine prétentieuse. Une berline simple mais brillante, conduite par Alexandre lui-même. « Tu conduis toi-même? » Je ne suis pas en costume aujourd'hui. Il portait un jean et une chemise légèrement froissée. Un sourire aussi. Un vrai. « Où allons-nous? » demanda-t-elle en s'installant à l'avant, un peu nerveuse. « Chez moi. Enfin, dans mon univers. » Il l'amena jusqu'au tour du centre financier. Un immeuble immense en verre fumé, surplombant la ville comme un trône de modernité. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Ils entrèrent. Tout était silence, marbre, écran lumineux. Des employés les saluaient avec respect. Marianne baissait la tête, mal à l'aise dans sa robe simple. Ici, elle se sentait minuscule. Je voulais que tu vois ce que je fais, ce que je suis. Tu connais déjà une partie de mon cœur.
Il est temps que tu vois le reste. » Il la guida dans les bureaux. On aurait dit un laboratoire de science-fiction. Robots en démonstration. Hologrammes. Enfants modélisés en 3D dans des simulateurs d'apprentissage. « C'est magnifique, » souffla-t-elle. « Et pourtant, dit-il, je ne suis pas sûre de servir à quelque chose. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Tu plaisantes? Tu es à la tête d'un empire? » « Justement. Et toi, tu es à la tête de 30 enfants chaque jour. Tu les formes, tu les écoutes, tu leur donnes des chances. Moi, je signe des contrats. Ce n'est pas rien, peut-être, mais toi, tu changes des vies. » Ils montèrent sur le toit. D'un côté, les lumières des gratte-ciel. De l'autre, les collines d'Iztapalapa, sombres, vivantes, désordonnées. « Tu vois, dit-elle, c'est ça, notre monde. Deux extrêmes, qui ne se croisent jamais. » Il prit sa main. « Et si on les faisait se croiser? » Elle ne répondit pas, mais son cœur battait fort. Les jours suivants, elle sentit le doute l'envahir. Elle avait peur de rêver trop fort, de croire à un conte de fées dans un monde où les contes s'effacent avec la réalité. Mais il ne cessait de lui écrire, de la faire rire, de l'écouter. Alors, un soir, elle lui proposa un dîner. Mais cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. J'ai hâte. Il arriva, vêtu simplement, sans chauffeur, sans montre de luxe. Et elle l'attendait, radieuse, dans une robe fleurie, devant un petit restaurant de quartier. Bienvenue dans mon monde. Ils entrèrent. Des enfants couraient entre les tables. Un vieux poste de radio grésillait en fond. Des odeurs d'épices, de maïs, de poulet frit. « Marianne !» cria une voix d'enfant. C'était Juanito, un de ses élèves. « Bonjour, Juanito. Tu es venu dîner avec ta famille? »« Oui, maîtresse. Tu veux des tacos? » Alexandre observait tout. Ce n'était pas un palace, mais ici, elle brillait. Ils mangèrent des plats simples. Parlaient avec des gens ordinaires. Ils la regardaient comme si elle était la plus précieuse chose de cette ville. « Ce n'est pas un monde parfait, » dit-elle. « Mais c'est le tien, » répondit-il. Et j'ai envie d'en faire partie. Le samedi suivant, je l'attendais au coin de ma rue, en robe fleurie, les cheveux détachés, le cœur battant. Il est arrivé à pied, sans garde du corps, sans voiture de luxe. Juste lui, quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés. « Tu es magnifique, » m'a-t-il dit. Je me suis sentie ridicule, mais belle, parce qu'il me regardait comme personne ne m'avait jamais regardé. « Suis-moi, » ai-je dit. Et n'aie pas peur de te salir un peu les chaussures. Je l'ai emmené dans mon quartier, les rues bondées, les vendeurs ambulants, les enfants qui jouaient au foot dans des terrains vagues, la musique qui sortait des fenêtres ouvertes. Il n'a pas dit un mot, il observait tout. On s'est arrêté devant une petite cantine, chez Doña Lupita. Des tables en plastique, des nappes à fleurs tachées, des odeurs de maïs grillé, de piment, de viande fumée. Ici, c'était la vraie vie. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. Plus que jamais. À peine entré, une petite voix s'est élevée. « Maîtresse Marianne, c'était Juanito, l'un de mes élèves, assis avec sa famille. »« Bonsoir Juanito, tu as bien mangé? »« Oui, et toi? T'es avec ton amoureux? »« Je suis devenu rouge tomate. » Alexandre a éclaté de rire. On s'est installé. Les gens nous regardaient, certains le reconnaissaient. Il n'avait rien d'un client habituel, mais il ne s'en souciait pas. Il goûtait chaque plat, posait des questions sur les sauces, complimentait la cuisinière. « Ce n'est pas un monde de luxe, » lui ai-je dit en chuchotant, « mais c'est le mien. » Il a pris ma main, doucement, et m'a regardé dans les yeux. « C'est un monde magnifique, et je veux en faire partie. » On a marché dans les rues jusqu'à chez moi. Il n'avait pas peur. Il riait avec les enfants, saluait les voisins, posait des questions sur les fresques murales. Je voyais ses épaules se détendre, son regard changer. « Merci de m'avoir montré ça, Marianne. Ce que tu vis ici, c'est réel et précieux. » Je lui ai souri. « Merci de vouloir le voir. » Il s'est penché, et il m'a embrassé. Un baiser simple, lent, rempli de promesses. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, Marianne Torres, 27 ans, institutrice de quartier, embrassant un PDG milliardaire sous un lampadaire bancal, entre un vendeur de tacos et une épicerie. Mais à cet instant, rien d'autre n'existait. Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à un rêve. Pas un conte de fées artificielles, non. Un rêve simple, lumineux, enraciné dans la réalité. Alexandre venait souvent à l'école, pas en costume, pas en patron. En homme curieux, bienveillant, discret. Il s'asseyait au fond de ma classe, regardait mes élèves, écoutait leurs idées farfelues et leurs rêves naïfs. Parfois, il apportait des livres, des jeux éducatifs ou juste des fruits. Il parlait peu, mais regardait tout. Un jour, pendant la récréation, il m'a dit « Tu sais, je n'ai jamais été aussi ému que depuis que je t'observe enseigner. » Je ne savais pas quoi répondre. Alors je lui ai souri. Un mois plus tard, il m'a proposé une balade. « Prépare-toi, j'ai quelque chose à te montrer. » J'ai cru à une escapade. Un week-end, un cadeau. Je n'étais pas prête, mais je l'ai suivi. Il m'a emmené dans une zone que je connaissais bien, pas loin de l'école. Sauf qu'il y avait là un chantier immense, des grues, des ouvriers, des structures en construction. Je l'ai regardé, perdu. « C'est quoi, ça? » Il a pris ma main.
C'est un projet que j'ai lancé avec la mairie, un centre éducatif et technologique, ici, pour les enfants de ton quartier. Formation gratuite, accès à Internet, atelier de robotique, de programmation, un pont entre les deux mondes. J'ai reculé d'un pas, bouleversé. Tu as fait ça? On l'a fait. Sans toi, je n'aurais jamais compris à quel point c'est là que le changement commence. Avec toi, avec eux, je sentais les larmes monter. Et je veux que tu sois la directrice du programme pédagogique. J'ai éclaté de rire nerveusement. Tu plaisantes? Je suis très sérieux. Tu as l'expérience, l'amour, la force. Ce projet a besoin de toi. Je l'ai regardé, incapable de parler. Tu veux changer des vies, Marianne? On peut le faire ensemble. Je me suis jeté dans ses bras. Oui, oui. 1000 fois oui, ce jour-là. Sur ce terrain encore poussiéreux, j'ai compris que ce n'était pas une histoire d'amour impossible. C'était une mission née d'un malentendu, d'un dîner imprévu, d'un regard sincère. Je m'appelle Marianne Torres, j'ai 27 ans, et grâce à une table choisie au hasard, j'ai rencontré l'homme qui a cru en moi, qui a investi dans mes rêves et qui m'a aidé à bâtir un avenir pour des centaines d'enfants.